Je vais essayer de rapprocher ça. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je suis surtout ravi d'être... Ça va revenir, c'est ça. Je suis surtout ravi d'être dans un événement qui traite de cette question-là. Quand on s'est rencontré avec Delphine, on s'est dit qu'au bout de la journée, vous seriez un peu fatigué et que ça serait bien si on allait plutôt sur un récit et tout. Donc je vais vous raconter mon histoire. Ce sera moins fatigant que d'essayer... Et je touche plus à l'ordinateur, d'accord. Ça sera plus intéressant de vous raconter notre histoire que de faire de la théorie pendant 15 minutes. Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui à un événement qui traite de cette question parce qu'en fait ça fait un peu 4 ans que moi je travaille sur cette question avec mon collectif et au départ on avait quand même l'impression d'être un petit peu tout seul, donc voilà, voir qu'il y a d'autres personnes qui se saisissent de la question de l'attention et vous allez voir que moi j'utilise pas le terme attention mais j'utilise le terme persuasion, ça nous fait très plaisir. Donc effectivement, je suis membre d'un collectif qui s'appelle les Designers Éthiques. C'est un collectif qui s'est créé en 2016, lorsque moi-même j'étais encore étudiant en master, donc à Lyon, effectivement, en architecture de l'information. Et pendant cette année de master, en 2016, on était à un événement qui s'appelait la World Information Architecture Day, pendant laquelle il y a une designer qui s'appelle Karen Lallemand, qui est chercheuse en design à l'Université du Luxembourg, qui est venue nous faire une présentation sur ce qu'était l'UX design. Et puis pendant cette présentation, elle nous a présenté notamment l'œuvre d'un artiste, qui est cette œuvre-là, l'artiste s'appelle Will Odom. Et cette œuvre, ça s'appelle la Photobox. Et la Photobox, le principe, il est assez simple, c'est que tous les jours, ça vous imprime une photo qui vient de vos photos sur votre téléphone, mais une photo au hasard. Et donc tous les jours, vous ouvrez la boîte et vous découvrez au hasard une photo imprimée parmi toutes les photos de votre catalogue de photos. Et alors, au-delà du caractère assez intéressant pour se remémorer des souvenirs, etc., en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pendant la discussion après sa conférence, il y a un sujet qui a émergé tout de suite et qui a été vraiment omniprésent ensuite pendant toute la conférence, c'était la question de l'éthique. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Est-ce qu'en fait, quand on fait ça, quand on imprime au hasard une photo d'un utilisateur et qu'on le force à la regarder, eh ben on n'est pas en train de le manipuler quelque part? Qu'est-ce qui se passe si jamais l'œuvre, elle imprime tout simplement la photo d'un proche qui est décédé il n'y a pas longtemps? Ça, c'est une vraie question et ça peut arriver. Et donc en fait, vous savez comment c'est un événement, hein, on n'a pas forcément le temps de discuter en long, large et en travers de la question dans les sessions de discussion. Et donc avec 2 camarades de mon master, on s'est dit ça serait quand même bien de faire un événement qui soit dédié à cette question-là et de creuser un petit peu plus en profondeur la question. Et c'est ce qui nous a amené à travailler sur cette question-là. Et il s'avère qu'en 2016, donc la même année, il y a un monsieur de la Silicon Valley qui a fait sa repentance, vous savez, tous les repentis de la Silicon Valley, là. Ce gars s'appelait Tristan Harris. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, c'était l'ancien philosophe produit de Google. Et donc Tristan Harris, il avait une start-up qui a été rachetée par Google, il a intégré l'équipe de Gmail, et rapidement il a commencé à dire « Ouais mais franchement les gars, la stratégie sur Gmail, c'est de faire en sorte que les gens ils soient en zéro inbox. » Donc le zéro inbox, c'est quand vous avez lu tous vos mails et traité tous vos mails. Et il disait enfin, vous êtes un petit peu gentil, mais bon, si on fait du zéro inbox, ça veut dire que comme les gens y reçoivent en moyenne, je sais plus, c'était une dizaine de mails ou une trentaine de mails par heure, ça veut dire qu'ils ne sont pas concentrés sur grand-chose à part leur boîte mail, quoi. Et sachant que, alors lui donne ce chiffre, je ne l'ai jamais vérifié, ou en tout cas, j'ai jamais trouvé la source précise, sachant qu'il faut 23 minutes pour se reconcentrer, avoir été déconcentré, ça va être compliqué d'être productif au travail si on joue les choses comme ça. Alors du coup, Google a un petit peu écouté Tristan Harris. Pour lui faire plaisir, ils l'ont donc nommé philosophe produit de Google. Et puis au bout d'1 an, le philosophe s'est rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup d'impact au sein de la structure, et donc il est parti. Et il est parti, il a créé Time Well Spent, qui était donc le temps bien dépensé, qui était une sorte de think tank américain, dont l'objectif était de faire changer les choses. Et donc pour faire changer les choses, non seulement il est allé négocier avec les GAFAM, et puis il est surtout allé négocier avec le Congrès américain et il est venu négocier ici en Europe avec la Commission européenne. Ça fait partie en 2017-18 des 100 personnalités invitées par Emmanuel Macron à l'Elysée au sommet de la tech juste avant Vivatech. Et donc il a réussi. Il a réussi. Et ça, c'est assez flagrant. C'est que maintenant, si vous avez un iPhone, tous les dimanches ou tous les lundis, maintenant, vous avez passé tant de temps sur votre téléphone. En fait, ça, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui vient explicitement du lobbying qu'a fait Tristan Harris, c'est-à-dire que les GAFAM, oui, se sont réalignés et on dit, voilà, effectivement, on capte votre attention et vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone. Alors, vous allez voir que, en fait, moi, mon discours, il est assez critique vis-à-vis de ça, parce que... et d'ailleurs, aujourd'hui, on l'a un peu souvent, enfin, on l'a fait de temps en temps, on fait un raccourci entre l'attention et le temps. Et en fait, nous, quand on regarde ce que font les GAFAM, on dit, mais c'est pas du tout exact. En fait, les GAFAM,
au départ, oui, ils s'intéressaient au temps que vous passiez sur leur service, mais maintenant, même des services comme Facebook disent, en fait, le temps, c'est plus important. Et si vous vous mettez à la place d'Amazon, est-ce que c'est important de passer 3 heures par jour sur Amazon? Bah non, ce qui est important, c'est que vous achetiez quelque chose sur Amazon. Et donc, l'attention, le design de l'attention, et nous, ce qu'on appelle le design persuasif, la persuasion, vous poussez à faire une action, et ben en fait, elle se détache de cette question du temps. Et le problème, c'est que Tristan Harris, il a focalisé sur cette question du temps. Il a focalisé sur cette question du temps parce que l'autre problème de cette question-là, c'est qu'on n'a pas de métrique pour mesurer l'attention. C'est extrêmement compliqué quand vous êtes dans une boîte de la Silicon Valley ou même dans une boîte française de dire bah, la KPI de l'attention, c'est ça. Alors la seule qu'on a trouvée, c'est le temps. Et donc du coup, on mesure le temps. Mais en fait, quand on mesure le temps, bah, on passe à côté de la moitié, voire des 3/4 des techniques qui permettent de capter l'attention. Alors voilà, ça c'était le petit chapitre Tristan Harris, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Et donc en 2016, voilà, il y a Tristan Harris de son côté qui commence à exploser, qui fait 60 minutes inside aux États-Unis, qui commence à faire un TEDx, etc. Et puis nous en France, de notre côté, alors on a beaucoup moins de visibilité que Tristan Harris, mais on commence à se poser ces questions-là et on se dit bah tiens, on va organiser un événement qui va se poser cette question de la responsabilité dans la conception numérique. Et cet événement, on l'a appelé tout simplement Ethics by Design. Et alors c'est intéressant parce que si vous regardez un petit peu ce qui est paru dans les médias de la tech en 2017, eh ben, tout de suite, il y a eu une énorme confusion entre d'un côté l'éthique du numérique et de l'autre côté l'attention captée des utilisateurs. Quand vous aviez des conférences de design éthique, on vous parlait de captation de l'attention. Et exclusivement de captation de l'attention. Et en fait, cette imbrication, alors j'ai jamais très bien compris pourquoi elle s'était faite, si c'était juste parce que nous, on avait appelé notre événement comme ça et que d'autres, au même moment, font un peu la même chose partout ailleurs. Ou, enfin voilà, j'ai jamais vraiment compris d'où c'était venu, mais en tout cas, on a ce phénomène qui s'est créé, et ce phénomène, il était relativement problématique, à mon sens, parce qu'en fait, il cache une réalité qui est que la conception responsable, ça n'est pas qu'une question d'attention, ça couvre plein d'autres champs. Alors je vais y revenir tout à l'heure, mais donc je tenais à souligner que dès maintenant, en fait, ça commence à poser problème. Alors, Mathilde, ce matin, a fait un super résumé de ce que c'est que la question du design de l'attention et de la captation de l'attention. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller super vite sur cette partie qui d'habitude est le cœur de ma présentation, mais c'est super, elle l'a fait avant moi. En fait, la pub, vous le savez, ça apparaît dans les années 1850-70 avec les médias. Donc là, vous avez des cours d'éducation, des cours complets d'éducation domestique pour les filles, qui sont les premières formes de pub qu'on trouve dans les médias. Alors là, je viens de choper ça sur Gallica. Et donc, en fait, c'est la première fois où on est dans une économie de l'attention, c'est-à-dire qu'en fait, vous payez moins cher votre journal par rapport à son prix initial, mais vous avez de la publicité dedans. Alors ça, c'est la première définition de l'attention qu'on a bien donnée ce matin, c'est que ce qui a de la valeur, c'est votre attention quand vous regardez le média. Il y a une deuxième définition qui est tout aussi importante, qu'on a peut-être un petit peu moins de verbaliser, qui est que, en fait, si vous êtes un média parmi une somme de médias papier, vous êtes tous tous les médias sont dans un kiosque à journaux, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez en choisir qu'un seul et vous allez en lire qu'un seul. Ou en tout cas, la plupart des gens vont faire ça. Et donc, il va falloir, pour le média, faire en sorte que ce soit le sien que vous allez acheter et pas celui du concurrent. Et ça, le petit journal, dans les années 1900, là aussi, image tirée de Gallica, va trouver la technique, hop, première couverture en couleur, et puis on n'utilise pas la couleur pour rien, on utilise ça pour montrer des trucs qui sont quand même un petit peu trash. Là, c'est l'exemple d'une jeune femme qui est classique, qui s'était fait enlever, assassiner, découper en morceaux, jeter dans une malle et jeter dans la Seine. Donc c'est très... Non, mais avant, je mettais en regard les unes du magazine Choc pour dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, des fois, on est quand même soft, en fait, vis-à-vis de ce qui pouvait se faire au début du XXe siècle dans les médias, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est la deuxième facette de l'économie de l'attention, c'est que quand vous êtes un service au sein d'un marché qui est saturé de prestations, eh ben, il va falloir que vous fassiez tout votre possible pour aller chercher l'utilisateur là où il est. Et ça, finalement, c'est ce que font la télévision, c'est ce que font aujourd'hui les applications sur nos téléphones. Et en plus, c'est lié aujourd'hui à des techniques de neurosciences qui sont bien connues. Donc je vais aller super vite parce qu'on en a un petit peu parlé ce matin. Skinner, en 1938, qui démontre que si vous prenez un rat, vous le mettez dans une boîte, il a un bouton. S'il appuie sur le bouton, il gagne de la nourriture. Quand il a plus faim, il arrête de manger de la nourriture. Il arrête d'appuyer sur le bouton. Vous modifiez la boîte et vous faites en sorte que lorsque le rat appuie sur le bouton, le gain de nourriture, il est aléatoire. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a un peu beaucoup, etc. Et bien là, le rat débloque complètement. Et le rat se met à appuyer frénétiquement sur le bouton, et même quand il a plus faim, il continue à appuyer sur le bouton parce qu'en fait, ça a modifié son système dopaminergique, et en fait, il est plus addict, ou en tout cas, il prend plus de plaisir à manger, il prend du plaisir à appuyer sur le bouton et à voir la récompense qu'il va avoir derrière. Et donc ça,
ce que disait Mathilde, c'est ce qu'on retrouve dans le principe des casinos, et puis c'est ce qu'on retrouve aussi dans le principe des applications qu'on a sur nos téléphones portables. Et effectivement, Nir-Eyal, en 2014, il a théorisé ça, enfin en tout cas, il a fait la synthèse de tout ça pour le mettre dans un bouquin, et ce bouquin, c'est Hooked. Alors, Mathilde ne nous a pas montré le schéma, donc je pense que c'est quand même intéressant de vous le montrer. Ça, c'est la manière dont, voilà, donc concrètement ça se passe. Donc en fait, vous avez 4 actions. Disons que moi j'ai mon téléphone qui est là, il est sur la table, là, comme ça, et là il va se mettre à vibrer. Et ben ça va être un déclencheur, première étape. Ce déclencheur, chez moi, ça va produire une action. C'est-à-dire que moi je sais que j'ai reçu une notification, donc je vais prendre mon téléphone et je vais regarder ce qui se passe. Et là, je vais recevoir une récompense aléatoire. Cette récompense aléatoire, c'est la notification qui va apparaître à l'écran. Et c'est une récompense aléatoire, pourquoi ? Parce que comme le rat, qui ne sait pas s'il va recevoir beaucoup de nourriture ou pas, moi je ne sais pas si la notification elle est bien ou elle n'est pas bien. Peut-être que j'ai un nouvel ami sur Facebook, peut-être que j'ai un nouveau like sur Instagram, mais peut-être que c'est juste mon téléphone qui me dit qu'il a besoin d'être rechargé, ou que c'est ma mère qui m'appelle pour venir manger, hein, je ne sais pas. Donc ça, c'est ce qui va nous rendre accros. Non mais la dernière fois que j'ai fait cette présentation, c'était pour des élèves de 5e en Seine-Saint-Denis, donc j'avais trouvé la... Donc voilà, là on va vous rendre accro, mais ça c'est pas suffisant, parce que si on vous rend accro, tout le monde n'est pas encore accro, il faut que tout le monde soit accro au service pour que ça marche sur tout le monde. Et pour ça il faut donc l'investissement. Et l'investissement c'est quoi ? C'est moi je reçois un nouvel ami sur Facebook, je vois la notification, donc je clique sur la notification, je vais sur Facebook et je laisse un commentaire à cet ami. Et parce que je lui laisse un commentaire, pom ça vient sonner sur son téléphone, ça fait un déclencheur, il prend son téléphone, il reçoit sa récompense aléatoire et il revient sur Facebook. Et donc comme ça, vous créez une sorte de boucle. Et l'objectif de Facebook, je dis Facebook mais ça pourrait être n'importe lequel, c'est que cette boucle ne se casse pas. Et que vous restiez en permanence accro au système et que vous reveniez. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve dans plein de fonctionnalités des téléphones qu'on utilise. Donc c'est le scroll infini. Le scroll, quand vous scrollez, vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Donc si c'est quelque chose de bien, dopamine. Si c'est quelque chose de pas bien, pas dopamine, et donc récompense aléatoire. Et donc quand vous scrollez, en fait, vous modifiez votre système dopaminergique. Il y en a un autre, je ne vais pas en faire 3000, mais celui-là, il me plaît beaucoup, parce que lui, il est beaucoup plus grave, en fait. Là, c'est ce que voient certains chauffeurs Uber quand ils se déconnectent de leur appli, et ça leur dit tout simplement, vous êtes à $6 de vous faire $40, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez arrêter de travailler ? Et alors, autant là, c'est pas encore gravissime, mais il y a un livreur à vélo, un coursier à vélo, alors je ne sais jamais s'il travaille pour Deliveroo ou un de ses concurrents, à Bordeaux, qui s'est fait renverser par une voiture il y a un peu plus de 6 mois et qui est mort. Et en fait, sa famille, elle porte plainte contre la plateforme en expliquant que ce soir-là, le coursier qui est mort, il était en train de réaliser un challenge. Donc vous savez, quand vous êtes coursier à vélo, vous avez des challenges. Donc quand il y a besoin de beaucoup de livraisons, et en fait, Deliveroo va vous dire, voilà, si tu fais 10 courses d'affilée, tu as plus 15% de salaire. Et ce que dit la famille, c'est que en fait, c'est absolument impossible de réaliser de challenge en respectant le code de la route. Et donc là, ça pose quand même des grosses questions de responsabilité de la part des designers et des développeurs, des ingénieurs qui conçoivent ces applications. Parce qu'en fait, ça a des retombées réelles sur les utilisateurs. Et donc ça me fait penser à cette phrase qui a été dite par James, que Mathilde a cité ce matin aussi. James, donc c'était juste après Ethics by Design, où il était venu nous faire une conférence, et il avait dit sur Uzbek Erika, voilà, sur son lit de mort, personne ne se dit « j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook ». Alors j'adore cette phrase parce qu'à la fois résume tout, et puis d'un autre côté, ça dit bien aussi qu'on a des fois tendance à juger un petit peu le temps qu'on peut passer sur Facebook en disant voilà, Facebook, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, bon, c'est pas très sérieux, voilà, on pourrait passer notre temps à faire des choses plus sérieuses. Mais là, ça tend vers quelque chose qui est relativement complexe parce que nous, à Designer Ethic, on a toujours eu beaucoup de mal à se dire en fait, il va falloir culpabiliser les utilisateurs et il va falloir leur dire en fait, ce que vous faites, c'est pas bien, utilisez mieux votre temps que ça. Et ça, pour nous, c'est super touchy parce qu'en fait, on pense que c'est vraiment pas le rôle des concepteurs, des designers, que d'aller vers les utilisateurs et de leur dire mais en fait ça c'est pas bien ce que vous faites. Donc voilà, là on est en 2017, on vient de faire la première édition de Ethics by Design, on est super contents, nous on avait juste prévu de faire une édition, on n'avait même pas créé d'assaut en fait, et on s'apprête à rentrer chez nous, et puis en fait après cette première édition, il s'avère qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir, et notamment la FING, donc la Fondation Internet Nouvelle Génération, que vous connaissez peut-être, et puis aussi la CNIL et son laboratoire de l'innovation numérique, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit en fait ce que vous faites c'est super comme travail, il faut que vous continuiez. Et il va falloir s'accrocher. Et donc c'est là qu'on a commencé à créer l'association Designer Ethic et à se poser la question comment est-ce qu'on peut aider les concepteurs de ces applications à être plus responsables dans leur pratique professionnelle au quotidien.
Et en fait, si je vous montre, si je vous cite et que je vous montre cet extrait de la CNIL, cette capture d'écran de la CNIL, c'est pas pour rien, c'est parce que en fait, la CNIL s'est aussi saisie de ces questions-là. Donc vous savez, la CNIL, c'est la Commission nationale Internet et Liberté, et elle protège vos données personnelles. Sauf qu'il y a 6 mois, même plutôt maintenant 1 an, la CNIL a produit ceci, donc un cahier de l'innovation et de la prospective sur la question du design de l'attention, ou plutôt du design persuasif. Et en fait, dans ce rapport, la CNIL, ce qu'elle dit, c'est tout simple. C'est que auparavant, elle considérait que les données personnelles étaient une KPI, justement, un moyen de mesurer votre liberté individuelle sur le numérique. Et qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, en fait, par la persuasion, par les neurosciences, on va être capable aussi de contraindre votre liberté individuelle par la mise en place de formes d'interaction, d'IHM, d'interface sur les services techniques. Et que donc, en fait, on ne peut plus se contenter que de mesurer les données personnelles. Maintenant, il va falloir aussi qu'on prenne en compte la question des interfaces pour être capable de savoir si vous êtes libre d'effectuer le choix que vous voulez faire ou pas sur Internet. Il faut que je vérifie le temps parce que je suis peut-être bien en train d'exploser mon temps. Ça va. Et donc ça, pour nous, c'était super important. Parce qu'effectivement, auparavant, moi, quand j'allais parler de la question de la persuasion, de la captation d'attention, etc., souvent, on en revenait à des questions assez théoriques. Par exemple, j'aime beaucoup les travaux d'Yves Citon, mais malheureusement, Yves Citon, c'est quand même pas très ancré dans la matérialité de ce que peut faire des agences de design. Et là, avec la CNIL, eh ben, on arrivait sur des trucs qui sont beaucoup plus mesurables, beaucoup plus tangibles. En fait, on peut le calculer. Et ça devient très intéressant. Et j'ai eu l'occasion d'être auditionné par l'ARCEP. Et l'ARCEP, en fait, est sur la même position. Et lundi prochain, je vais être auditionné par le Conseil national du numérique, le CNUM. Et ben, j'attends de voir, mais je pense qu'eux aussi sont globalement sur la même position. Et donc, ça veut dire un truc qui est super important, c'est qu'à partir de ce moment-là, les pouvoirs publics ont commencé à s'intéresser à ces questions-là. Et autant en France, on n'en est pas à l'étape où on va avoir des projets de loi, autant en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, le Sénat américain se sont saisis de ces questions-là et proposent des premiers projets de loi. Alors pour l'instant, c'est sur la question de la petite enfance, mais on espère bien que ça va s'élargir à une prise en compte globale de la question de la persuasion des utilisateurs à travers des IHM. Alors le problème pour nous, c'est que ça pose des grosses questions après, du genre est-ce que la pub est une manipulation et du coup est-ce qu'il faut interdire la pub? Et là, je pense qu'on va perdre malheureusement sur ce débat-là. Donc voilà. Alors en fait, à partir de ce moment-là, on a aussi commencé à être vachement courtisé par des entreprises. J'en ai mis 2 avec qui ça s'est globalement bien passé. Parce qu'en fait, ça s'est pas forcément bien passé avec tout le monde, parce que évidemment, qui dit éthique du numérique dit potentialité pour les entreprises, notamment françaises, d'aller chercher un facteur différenciant vis-à-vis de leurs concurrents, notamment américains. Et donc, quand vous vous appelez Orange, eh ben, si vous voulez dire, nous, en fait, on fait un numérique éthique, et donc on va être moins intrusif que Google, que Apple ou que Facebook dans votre vie quotidienne. Donc, en fait, on a très vite été contacté par Orange, par la SNCF, pour travailler avec eux sur ces questions de design éthique. Et aujourd'hui, il y a des entreprises, comme la SNCF notamment, qui ont vraiment pris en compte ces questions-là et qui, alors le problème de la SNCF et d'Orange, c'est que ce sont des super grosses compagnies avec des multitudes de branches, donc ça se fait pas partout. Par exemple, la SNCF, ça se fait à SNCF Voyage et pas à Oui SNCF. Donc en fait, c'est pas l'agence commerciale qui met en place ça, c'est en gros ceux qui proposent le site sncf.com qui donne juste les horaires de train. Donc ça relativise un peu la portée, mais néanmoins, la SNCF est vraiment dans une optique de se poser ces questions-là et de théoriser des process pour se dire, voilà, comment est-ce que nous, en interne, on va mesurer l'éthicité, ou en tout cas la responsabilité de notre propre action envers les utilisateurs. Je mettais Orange aussi, parce que Orange, c'est la première boîte à être venue vers nous, et quelques mois seulement après Ethics by Design, on s'est retrouvé avec un des autres cofondateurs du collectif devant tous les consultants de Orange Consulting, qui est peut-être un des potentiels débouchés pour vous si vous faites de la communication digitale. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est qu'en fait, tous les employés étaient venus, et même le PDG alors pas du groupe, mais de la branche Orange Consulting était venu, et ça les intéressait de travailler sur ces questions-là. Et c'est à ce moment-là, avec la CNIL d'un côté, la FING, et puis de l'autre côté, avec ces grands groupes, qu'on a compris qu'en fait, il y avait un vrai sujet et qu'il fallait vraiment le travailler. C'est aussi à ce moment-là qu'on a compris qu'en fait, il allait falloir élargir le champ des possibles. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas qu'une question d'attention, que ce n'était pas une question de données. Et en fait,
quand on s'est dit, on va refaire un événement Ethics by Design, on va faire une deuxième édition de notre événement, on s'est dit, de quoi on va parler? Parce qu'on va pas parler que de design de l'attention, en fait, on a déjà fait tout un événement là-dessus, il va peut-être falloir commencer à parler d'autres choses. Et donc, en réfléchissant, on s'est dit, mais en fait, le design de l'attention, c'est qu'une des facettes du système. Je ne sais pas si le système est mot très bon, c'est qu'une des facettes de l'organisation de ces applications, mais c'est pas la seule, et en fait, elles sont toutes connectées. Si je prends l'exemple de Facebook, en fait, sur Facebook, vous avez donc du design de l'attention. Moi, j'adore, j'ai fait plein de gifs, je me suis trop marré. Donc, vous avez des notifications, vous avez du scroll infini, etc. Tout ça, en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet d'inciter l'utilisateur à rester et à produire de la donnée, tout simplement. Alors, qui dit production de données, dit évidemment privacy et question de RGPD, mais ça dit aussi plus de stockage de données, donc plus de serveurs, donc plus d'empreintes numériques, donc éco-conception de services numériques, c'est à prendre en compte. Et puis ça dit et aussi publicité ciblée, voire récupération des données par des entreprises pas très fréquentables comme Cambridge Analytica, qui vont servir aux campagnes politiques de certains hommes politiques. Et bien tout ça, ça ramène à la fin de l'argent à Mark Zuckerberg, et ça permet de faire quoi? De redévelopper des technologies de design persuasif. Et donc c'est là où en fait nous on s'est vraiment rendu compte qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas nous intéresser à la question du design persuasif ou du design de l'attention, laisser à des collectifs comme Green IT, Carbon 4 ou The Shift Project la question de l'empreinte numérique en termes d'environnement, de laisser à la Quadrature du Net la question de la privacy, mais qu'en fait on était obligé de regarder tout ça comme un tout, parce qu'en fait chaque brique vient alimenter le même modèle, qui est un modèle d'économie des plateformes tout simplement, et qui est un petit peu celui qu'au fond on dénonce. Hop. Et puis, donc là, on est à la deuxième édition de Ethics by Design en 2018. Et là, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'il y avait plein d'étudiants qui commençaient à venir vers nous et à se dire « Ah, c'est vachement intéressant ce que vous faites, j'aimerais bien faire mon mémoire de recherche avec vous ». Et donc là, on a plein d'étudiants qui ont commencé à travailler sur ces questions-là. Généralement, c'était les premiers étudiants de leurs écoles à s'intéresser à des questions, ou en tout cas à faire des mémoires dont le titre avait comme mot éthique, ou en tout cas comprenait le mot éthique. Généralement, avec des directeurs de mémoire ou de master qui leur disaient « T'es sûr que c'est une bonne idée en termes d'employabilité ?» Et globalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, en fait, ouais, ça marche. Non seulement ils ont un taux d'employabilité qui est très bon, mais surtout, c'est eux qui ont les meilleures notes à la fin dans leur master. J'ai le dernier exemple en date, un designer qui s'appelle Georges, qui était lead UX designer chez Carrefour, donc le site d'achat en ligne, pas la chaîne, mais enfin du coup c'est la même entité, mais c'est pas le même site. Il était donc lead UX chez Carrefour, et en fait il a quitté Carrefour, donc vous avez grand plan de restructuration en interne. Il a commencé un master sur la question du marketing digital, et il a dit à la direction de son master, voilà, moi je vais faire ma thèse professionnelle sur la question du design de l'attention et de la captation des utilisateurs. Donc ces directeurs, ils étaient en mode ouais, bof, moyen. Et en fait, il l'a fait, il l'a mené à bien en une année, et à la fin, il a eu la meilleure note de son master. Il a eu 19 à l'écrit, 19 à l'oral, et j'étais très fier d'encadrer sa thèse. Et donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est l'autre mémoire qui a été fait par un autre des étudiants que j'ai encadré, qui a produit par exemple une méthode de diagnostic du design attentionnel. Et donc c'est là où je rentre dans la conclusion et un petit peu dans les solutions qu'on essaye d'apporter à tous ces enjeux que je suis en train de vous expliquer. Comment est-ce qu'on fait pour être capable d'évaluer qu'il y a du design de l'attention, qu'il y a du design persuasif dans un service? On n'a pas de réelle réponse, comme je vous l'ai dit, la question du temps, en fait, c'est pas pertinent. Lénaïque Faure, qui est un designer chez les Sismo, qui a produit la méthode pour le compte du collectif, dont je vous affiche ici le nom. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut regarder l'intention. Est-ce que l'intention de l'utilisateur quand on se sert d'une fonctionnalité est la même que l'intention du concepteur quand il a créé cette fonctionnalité? Et si jamais on n'a pas cette intention partagée, alors ça ne veut pas dire que c'est pas éthique, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même probablement un problème. Un exemple qui donne, un dark patterns, la mise à jour entre Windows, je ne sais jamais, XP et 7, on va dire que c'est ça. Vous aviez une fenêtre qui apparaissait à votre écran et qui vous demandait si vous vouliez faire la mise à jour, avec un bouton « Installer la mise à jour » et un bouton « En savoir plus ». Et si vous cliquez sur « En savoir plus », ça a installé la mise à jour. Donc ça, c'est vraiment un dark pattern. Vous avez une divergence d'intention. Si vous cliquez sur ce bouton, vous vous attendez à ce qu'on vous explique ce que c'est que la mise à jour. Vous ne attendez pas à ce que ça l'installe. Pourtant, ça l'installe parce qu'en fait, Microsoft voulait qu'elle soit installée. Et donc là, justement, il y a un problème nous on va dire de déontologie, de responsabilité dans la pratique de la conception. J'accélère un chouïa. Il y a une question qui revient tout le temps, c'est la question des chartes en design. Est-ce qu'il n'y a pas des codes de déontologie, des chartes éthiques, des manifestes? Il y en a plein. Je suis en train de faire un article de recherche sur la question en ce moment, un état de l'art, j'en ai compté plus de 50 dans le domaine du design.
Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle a dit quelque chose qu'on a déjà beaucoup dit aujourd'hui, qui est que les créateurs de technologies persuasives ne devraient jamais chercher à persuader une personne ou des personnes de quelque chose qu'elles ne consentiraient pas elles-mêmes d'être persuadées de faire. Ce code, il date de 1999. Et il n'est pas publié, enfin, je veux dire, personne ne le connaît dans la communauté. C'est ça qui est fou, c'est que dans la communauté des designers, des concepteurs, tout le monde ne connaît même pas les 10 bons principes d'un design de Dieter Rams, qui sont pourtant des fondamentaux. Et encore moins tout ça. Et donc en fait, non seulement personne ne connaît ces chartes, mais en plus personne ne les applique. Vu que ça ne se passe pas du côté des concepteurs, peut-être qu'il faut agir du côté des utilisateurs. Et je vais presque finir avec ça. Minimal, c'est un plugin que je vous conseille d'installer sur vos ordinateurs. Alors ça ne marche pas trop si vous utilisez Chrome, mais d'un autre côté, si vous utilisez Chrome, il ne faut pas trop vous plaindre d'un point de vue privacy. Et donc du coup, si vous utilisez Firefox, vous pouvez installer Minimal. Et ce que Minimal ça va faire, c'est tout simplement que ça va vous bloquer tout le design persuasif sur un certain nombre de grands sites. Par exemple, je vais sur YouTube, j'ai appliqué Minimal, et regarde ce qui va se passer, j'arrive sur ma page d'accueil, et il y a ça. Donc il n'y a rien. Et donc si vous regardez, il n'y a même plus l'onglet Tendance, là, il a disparu. Si je vais sur les abonnements, là évidemment je vais quand même avoir les vidéos, parce que sinon ça ne sert plus à grand chose d'aller sur YouTube. Et si je clique sur une vidéo, donc on va éviter de la lancer avec le son, et en fait vous n'avez plus du tout de recommandations, vous n'avez plus que la vidéo et son fil de commentaires. Et donc, ce qu'a cherché l'équipe qui est derrière Minimal, c'est à faire ça sur le plus de sites possibles de GAFAM ou qui sont beaucoup utilisés en France. Donc, je vous invite non seulement à l'installer, mais qui plus est à aller faire des commentaires sur l'application pour leur dire, en fait, il y a telle fonctionnalité qui a été mise en place par YouTube ou par Facebook ou par Amazon, et ça serait cool si on pouvait la cacher parce qu'en fait, elle sert à rien. Donc voilà, je reviens à ma presse et je crois qu'il me reste une slide. Et ouais, du coup, nous, on organise une troisième édition de Ethics by Design les 24 et les 25 septembre à Lille, à l'occasion de Lille, capitale mondiale du design, cette année. Et on va adresser toutes ces questions-là. Donc si ça vous intéresse, vous êtes évidemment plus que les bienvenus. Et je vous remercie du coup pour votre attention. Souvent, je m'exprime assez mal sur la question et je laisse entendre que c'est la responsabilité individuelle des designers. C'est pas le cas. Enfin, faut être super clair sur la question. Effectivement, la plupart du temps, les designers, ils ont un supérieur auquel ils doivent répondre. Et la plupart du temps, c'est les chefs de produit, les business managers, et puis au-dessus d'eux, leurs dirigeants d'entreprise ou leurs actionnaires. Il y a toute une chaîne qu'il faut prendre en compte. Et en fait, c'est notre gros souci aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le dire, mais le gros souci, c'est la question des business models. Parce que, en fait, à chaque fois que nous, on parle avec plein de designers, tout le monde nous dit « Ah ouais, c'est super ce que vous faites, c'est génial, etc. » Mais derrière, comment est-ce qu'on fait pour changer le business model de l'entreprise ? Il y a une de ces solutions qui pourrait être déjà ne pas tomber dans ce genre de business model quand vous n'y êtes pas déjà. Souvent, on remarque ça notamment avec toutes les startups françaises ou les PME françaises, de chercher à copier les GAFAM en disant « Ouah, ça a super bien marché, il faut faire exactement pareil ». Bah non, justement, il ne faut pas faire pareil. Parce que justement, la posture de conception, la posture éthique justement de l'Europe, c'est probablement pas celle de faire comme la Silicon Valley, qui a un modèle extrêmement particulier. Sur le deuxième point que tu citais sur le design thinking, effectivement, on est assez critique sur cette question-là. C'est même un gros sujet de débat au sein de la communauté, parce qu'il y a une certaine part des designers, alors moi je ne suis pas designer, mais j'adhère à leurs propos, qui commencent à dire qu'en fait, on a dépossédé le design aux designers. Et donc, de fait, on applique du design thinking, mais sans réellement réfléchir aux impacts, aux enjeux sur le long terme, et que si après, on obtient des mauvaises choses, c'est pas réellement de la faute des designers. Par contre, si on va voir des vraies agences de design qui repensent la conception depuis le début, je pense à des agences comme le collectif BAM, comme les Sismo, il y en a plein à Paris en fait, qui sont vraiment hyper qualitatives et qui font un vrai travail, et là effectivement on va pas être dans du design thinking, par contre à la fin on va avoir un super produit. Et puis la dernière question sur la low-tech, l'accessibilité, c'est effectivement des sujets sur lesquels on travaille, nous, pas sur l'accessibilité parce qu'on est assez mauvais, par contre la low-tech, on fait effectivement partie de ceux en design qui réfléchissent sur les questions de comment est-ce qu'on fait un site web qui émet, alors là le site web de notre événement, il émet 0,19 grammes de carbone à chaque fois que quelqu'un le visite, ce qui n'est pas beaucoup. Sur la question entre le consentement et l'attention, effectivement, c'est une super bonne remarque. Ça me fait penser à un atelier qu'on avait organisé à la 2e édition de Ethics by Design, qui était organisé même par la CNIL. Et en fait, le laboratoire de l'innovation numérique de la CNIL était venu et ils avaient proposé aux designers de regarder d'un côté les interfaces d'un certain nombre d'applis, je crois qu'ils avaient pris Blablacar et Uber, un truc comme ça, les interfaces des applis, et de l'autre côté, les conditions générales d'utilisation. Et de regarder si les deux matchaient en fait. Et en fait, ça ne matche pas du tout. Et ça ne matche pas du tout, tout simplement parce que, alors effectivement, moi je ne parle pas beaucoup de la santé, je parle vraiment plus de ce qui est accessible en B2C en fait. Tout simplement parce que généralement, les équipes de designers travaillent dans leur coin, enfin en tout cas de concepteurs travaillent dans leur coin, les équipes juridiques travaillent dans leur coin, et puis à la fin, on rejoint les deux, mais c'est trop tard, ça a déjà été fait.
Donc effectivement, nous on travaille d'abord les questions d'attention parce que c'est ce qui a touché, mais les questions de consentement sont super effectivement importantes. Sur la question de la santé, numérique en santé, c'est quelque chose qu'on commence à venir voir. Là j'ai une étudiante qui travaille sur la prise en compte des enfants autistes dans le numérique et leur suivi en santé. Donc ça commence à être des choses qu'on amène au sein du collectif. C'est pas quelque chose sur lequel on était historiquement positionné, parce que voilà, encore on était plutôt en B2C, mais c'est quelque chose qui effectivement est vraiment en train de monter dans la communauté des designers et qu'on suit de très près. Sur la pluridisciplinarité, c'est compliqué. On essaye de s'ouvrir à d'autres formes de métiers du numérique. On y arrive bien dans les communautés qui sont technocritiques. On se revendique vraiment comme technocritique. Dès qu'on dépasse le cadre de la technocritique, qu'on va dans une start-up et qu'on dit à un développeur bah, viens on va parler de design persuasif et qu'on utilise le langage des designers, généralement ça matche un petit peu moins bien et c'est une de nos faiblesses, on essaie de travailler là-dessus. Et enfin pour finir sur notre positionnement éthique, en fait nous on n'essaye pas forcément de dire quelles sont de donner les valeurs morales qui sont codés dans les systèmes techniques. Nous, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que les entreprises ou les personnes au sein des entreprises aient une posture éthique qui soit non pas conséquentialiste, parce que la plupart du temps, elle est conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on va faire au minimum, donc on va enlever l'accessibilité, on va enlever le consentement, on va faire un maximum d'attention captée, etc., pour demander à ce que ce soit une posture déontologique qui soit mise en œuvre, et que justement, il y ait des choses qu'on refuse de faire, alors même qu'on pourrait les faire, mais parce que ça ne va pas dans le sens des utilisateurs. C'est un peu le sens de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, j'ai l'impression. Moi, j'avais une petite question, en fait, quand tu dis que ton site, il fait, je sais pas quoi, 0,17, je sais même pas ce que ça veut dire. Très concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse 0,17 ? Alors, qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Pas très compliqué. En fait, on a enlevé tous les trackers, on a enlevé toutes les vidéos, tout ce qui était trop lourd, on a compressé les images et on a diminué le plus possible le nombre de balises HTML. Donc, en fait, c'est faire des sites minimalistes. C'est tout simple. En fait, Et est-ce que le référencement, du coup, on prend un coup ou pas ? Alors, en fait, c'est pas parce qu'on fait un site minimaliste qu'on fait un site sans contenu. C'est pour ça que je pose la question. Et justement, toute la grosse question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des sites qui soient minimalistes, mais où il y ait du contenu, où il y ait quand même des images et que ce soit esthétique, parce que mine de rien, l'objectif de la transition écologique, c'est pas de supprimer les strates les plus hautes de la pyramide de Maslow, parce que sinon on va avoir du mal à vivre en communauté. Et donc du coup, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire du contenu et de l'esthétique dans des sites qui n'ont pas beaucoup de carbone ? C'est un vrai challenge. Et surtout, le gros challenge auquel on est tous confrontés en ce moment sur la question de l'édition des sites low-tech et sur lequel on a du mal à avancer, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un site qui soit éditorialisable par des personnes qui ne sont pas des développeurs, qui n'ont pas de connaissances en HTML, CSS, si on ne veut pas avoir une usine à gaz comme WordPress avec toutes les interfaces WYSIWYG qu'on connaît classiquement. Et ça, c'est le vrai challenge en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir des compétences en numérique, de numérique en développement pour être capable de maintenir et d'éditorialiser des sites en low-tech. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup de réponses. La réponse, elle est chez WordPress, en fait. Ouais, voilà. En fait, une des réponses ce serait de dire qu'en fait, on aurait des WordPress en backup et que quand on fait une mise à jour, ça publie un dist pur HTML, CSS qu'on va mettre sur le site et que du coup, c'est ça que les utilisateurs voient. Donc, en fait, il y a deux sites distincts, un back-office WordPress pour les personnes qui écrivent et puis un site pur HTML, CSS sans aucune interaction pour les utilisateurs et donc, du coup, ça trouverait un juste milieu.